Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 27 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Larry Johnson, est avec nous. Bienvenue parmi nous. I'm back. I think you win the shirt competition today. Je suis de retour. Je crois que tu gagnes le concours de chemise aujourd'hui. Oui, elle est bien. Oui, le maître trouve que ses élèves sont bons. Oui, c'est bien. Hey, tu sais, je ne serais pas de ces profs qui, quand leurs élèves les dépassent, deviennent jaloux et disent « Oh non, 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 non ». Moi, j'encourage ta réussite, Larry. Allez, je vais commencer par ce qui s'est passé avec le... Larry, let me start with what has happened with the meeting. It was Le dîner en question, c'était celui des correspondants de la Maison-Blanche, à l'hôtel Washington Hilton. Et là, quelque chose d'étrange s'est produit. Quelqu'un est entré, vous savez, a réussi à franchir toutes ces couches de sécurité et a tiré sur les participants à l'événement. Voici maintenant l'un des témoins qui raconte ce qui s'est passé ce soir-là. De moi jusqu'à ce bâtiment, et il y avait aussi un agent de sécurité là-bas. Enfin, je crois que personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Décrivez-le. À quoi ressemblait-il? Je ne suis même pas sûre de me souvenir de son apparence. Et qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était lui le tireur? Comment le savez-vous? Je l'ai vu sembler arme et comme tirer. Mon Dieu. Oui. Il a tout rassemblé et s'est mis à courir vers les escaliers pour descendre dans la salle de réception. Qui a-t-il visé et dans quelle direction a-t-il tiré? Et qu'est-ce qu'il a tiré, exactement? Je ne sais pas ce qu'il a tiré. On aurait dit qu'il tirait un peu partout. Larry, en train de remonter l'arme, ça me fait penser à Tyler Robinson quand il faisait la même chose. Yeah, well, Eh bien, je ne sais pas de quoi elle parle, parce que les rapports publiés disaient qu'il avait deux types d'armes à feu. Il avait un fusil de chasse qu'on n'a pas besoin d'assembler. On peut le démonter, mais ce n'est pas un truc simple où on appuie sur un bouton et ça se sépare. Et il portait un pistolet semi-automatique. Un 380, c'est le calibre. Donc encore une fois, d'où vient cette idée? Elle laisse entendre que c'était une arme longue. Il y a des images de vidéosurveillance où on le voit arriver, courir dans un couloir, puis on le voit passer en courant devant les agents de sécurité. Et là, on les voit dégainer leurs armes et tirer dans sa direction. Mais on ne voit pas d'arme longue. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher facilement. Et pourtant, on ne voit rien. C'est ça qui me laisse perplexe. Apparemment, il n'avait qu'un pistolet, et c'est ce qui a été tiré. Mais bon, il y a plein de choses étranges, parce que comment ils l'ont arrêté? On n'a aucune image de ça. Je vous garantis qu'ils ont des images, mais ils ne les montrent pas. Il n'a pas été touché. Maintenant, s'il portait une arme et qu'il tirait, avec tous ces agents du Secret Service, plus la police en renfort, il aurait dû être criblé de balles. Franchement, ils auraient dû le transformer en passoire. Mais il n'a pas été blessé par balle. Il n'avait aucune trace visible de tir. Sur la photo qu'il montre de lui, menotté, allongé au sol, il y a une photo de face et une autre prise de plus loin. Sur le côté, il n'y a pas de sang qui coule. On n'en voit pas, personne n'en a montré. On ne voit pas non plus un secouriste ou un policier avec des gants en caoutchouc en train de lui donner les premiers soins. Rien de tout ça. Certains disent, peut-être qu'il a été touché à la jambe. Mais là encore, s'il avait été blessé à la jambe, il y aurait un garrot et quelqu'un serait en train de lui prodiguer des soins. Il n'y avait aucun médical autour de lui. Ils le laissent simplement allongé là, par terre. On dirait qu'ils l'ont complètement déshabillé. C'est pour ça qu'il est là, et qu'ils lui ont mis cette couverture de survie argentée dessus. Donc voilà, ce sont ces choses étranges. Apparemment, il y a eu des coups de feu. Ça, on le sait.
Au moins 6 à 8 tirs. Mais où sont passées les balles? Encore une fois, je ne dis pas que tout ça a été, entre guillemets, mis en scène. Le mot juste, ce serait plutôt orchestré. Parce que quand on dit mise en scène, on a l'impression de dire que c'était pas réel. Non, c'était bien réel. Et je pense que ce type, lui, était authentique. Mais ensuite, on en arrive à... Enfin, c'était ça. Est-ce qu'il a eu cette idée tout seul? Ou bien quelqu'un l'a poussé à le faire, à s'y préparer? Moi, je penche pour la deuxième option, simplement parce que sa décision de traverser le pays en train, avec un fusil de chasse et un pistolet, au lieu de prendre l'avion en dit long. Parce que vous savez, s'il avait pris l'avion, il aurait dû remplir des formulaires, verrouiller les valises, verrouiller la mallette des armes pour le pistolet comme pour le fusil, et tout ça aurait fini dans la soute de l'appareil. En revanche, avec Amtrak, en traversant le pays en train, il n'a pas besoin de faire tout ça. Et c'est là qu'on voit l'une des vraies failles de sécurité qui existent encore dans le système de transport américain. On peut monter dans un train en étant armé. Tu peux très bien avoir une arme dissimulée sur toi. Personne ne verra la différence tant que tu ne la sors pas et que tu ne commences pas à tirer. Alors, tu vois, peut-être qu'il s'est dit tout seul, « Tiens, je devrais peut-être prendre le train plutôt que l'avion. » Mais bon, Seigneur, c'est quand même un sacré voyage de 2 jours. Peut-être qu'ils peuvent le faire en 24 heures à travers le pays en train, mais ça reste un trajet pénible. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que quand les coups de feu ont commencé, la toute première personne qu'on a évacuée de la scène, c'était J.D. Vance. Et là, tu te dis quoi? Attends, le rôle du Secret Service, c'est de protéger le président. D'accord, il protège aussi le vice-président. Mais la première personne qu'il faut protéger, c'est le président. Donc dès qu'on entend des coups de feu, il faut le choper et le sortir de là. C'est ce qui aurait dû se passer. Et ça s'est pas produit avant 20 secondes après J.D. Vance. Entre le moment où ils ont attrapé J.D. Vance pour le faire descendre de scène et celui où les services secrets ont saisi Trump pour le mettre à l'abri, il s'est écoulé 20 secondes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les tirs commencent, Melania réagit avec horreur et Trump, lui, la regarde simplement. Trump, vous savez, il a déjà essuyé des tirs. On pourrait penser qu'il sursauterait, mais non, il ne bouge pas. C'est presque comme s'il savait que ça allait arriver. Est-ce qu'il le savait? J'en sais rien. Mais sa réaction, en tout cas, était étrange. Et puis l'équipe du Secret Service chargée de sa protection n'a tout simplement pas suivi le protocole. Donc, vous voyez, je pense qu'en y repensant, le Secret Service a failli sur plusieurs points. D'abord, comment cet homme a-t-il pu passer le point de contrôle avec une arme à feu? Parce qu'on dit, eh bien, il a couru à travers et ils ne l'ont pas arrêté. Mais enfin, si vous avez un point de contrôle de sécurité avec des détecteurs de métaux, où les gens doivent poser leurs affaires et se faire contrôler, vous devez aussi, dans la phase de préparation, prévoir du personnel supplémentaire. Comme ça, si quelqu'un doit être mis de côté, ils peuvent utiliser une baguette de détection manuelle pour le vérifier. Et puis, il y a au moins 2 autres personnes armées, avec par exemple un fusil à canon court, qui peuvent rester sur place. L'idée, c'est que si quelqu'un essaie vraiment de forcer le passage, de franchir la barrière, ils peuvent l'arrêter par la force, voire le neutraliser. Mais vous savez, d'après ce qu'un ami m'a expliqué, il dirigeait la sécurité rapprochée de Ronald Reagan. Si quelqu'un porte une arme et se trouve à proximité du président, on tire. On ne pose pas de questions. On ne lui dit pas d'arrêter, de lâcher son arme, rien de tout ça. On tire. C'est la règle d'engagement. Ils peuvent faire usage de la force létale sans crainte de poursuite dans ce cas-là.
Je pense, Larry, que si tout ça a été orchestré comme tu viens de le dire, quel est le véritable objectif de cet événement? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir avec ça? There could be a number of explanations. Il peut y avoir plusieurs explications ici. Une première, ce serait que tout ça a été orchestré par Israël pour rappeler à Trump que s'il ne fait pas ce qu'ils veulent, ils peuvent s'en prendre à lui à nouveau. Une autre tentative d'assassinat, en somme. Une autre explication possible, c'est que Trump ait voulu s'en servir, comme il l'a fait ensuite lors de la conférence de presse, comme prétexte, comme justification pour construire la nouvelle salle de bal à la Maison-Blanche. Mais attention, cette histoire, cette défaillance de sécurité, le fait que ça ait pu arriver, n'a strictement rien à voir avec les travaux du bâtiment. C'était lié à l'échec du Secret Service à suivre la bonne procédure. Mais reconnaissons aussi une chose, au final, le système a fonctionné. Le tireur n'est pas entré dans la salle de réception. Il n'a tué personne parmi les personnes présentes, alors que c'était clairement son intention. Donc, même si le Secret Service n'a pas entièrement respecté le protocole, le dispositif en place a quand même fini par fonctionner et a empêché que le président soit touché. On dirait que je n'utilisais pas le bon micro là. Ah oui, À chaque fois qu'il faut mettre le... Je sais pas ce que StreamYard est en train de faire là, mais c'est vraiment bizarre d'ailleurs, à chaque fois qu'on doit faire ça. oui, tu as meilleure mine maintenant. Oui, c'est mieux maintenant. Oui, Larry, si on sort un peu de toute cette propagande qui se passe à Washington et de ce que fait Donald Trump, il nous met tous dans une sorte de distraction. Il détourne notre attention de ce qui se passe au Moyen-Orient. Quelle est ta compréhension de ces nouvelles armes qu'ils envoient là-bas, essentiellement vers les Émirats arabes unis et le Qatar? On a vu beaucoup d'avions cargo partir dans cette direction. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? je ne sais pas. Bon, disons les choses comme ça. Quand ils ont d'abord déployé des moyens au Moyen-Orient dans le Golfe, c'était il y a environ 60 jours. En fait, voyons, aujourd'hui on est le 27, il y a 31 jours en mars. Ça fait 58 plus un jour le 28 février. Donc oui, ça fait 59 jours, presque 60. Normalement, ces premiers déploiements partent avec environ 55 à 60 jours de ravitaillement. Donc, les unités qui ont été envoyées, ce qu'elles reçoivent maintenant, c'est simplement un réapprovisionnement pour remplacer ce qu'elles ont déjà consommé. Elles sont ravitaillées, voilà tout. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils envoient plus de batteries de missiles Patriot ou plus de missiles THAAD. Ils n'en ont pas. Tu vois, pendant le week-end, ou plutôt à la fin de la semaine dernière, CNN a publié des chiffres basés sur des discussions avec des gens du Pentagone et d'autres services gouvernementaux. Ils ont dit par exemple que les Patriots, qu'ils en avaient utilisé 50%. Franchement, ça n'a aucun sens. C'est bien pire que ça. Alors faisons un peu le calcul. Entre 2015 et la fin de 2025, ils ont produit 4620 missiles PAC-3. Et là, on est au 4e mois de l'année. On arrive à la fin avril. Donc, en moyenne, disons que Lockheed Martin en fabrique 60 par mois. Ça ferait donc potentiellement 240 de plus. Mais sur les 4620 d'origine, au moins 1000, et je pense que c'est peut-être plus proche de 2000, presque un tiers du total, ont été envoyés dans le cadre de ventes militaires à l'étranger, vers des pays comme la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ensuite, il y en a eu 1000 qui ont été utilisés en Ukraine. Donc vous voyez, on est maintenant tombé à environ 3000, disons 3600,
et un certain nombre de ces missiles PAC-3 ont été utilisés pendant la guerre du 12 juin. Disons qu'il y en a encore 1000 qui ont servi à ce moment-là. Donc maintenant, on est à moins d'un tiers de la quantité initiale. Ces avions transportent tout le réapprovisionnement possible. Mais la réalité pour les États-Unis, c'est que leurs missiles de frappe de précision et leur système de défense aérienne s'épuisent très vite. Je ne pense pas qu'il y ait des troupes envoyées là-bas pour une opération terrestre, et ce pour une raison simple. Regardez la structure actuelle du commandement central. Vous avez le commandant des composantes aériennes combinées, un général de l'armée de l'air. Vous avez un général ou un amiral pour les composantes maritimes. Et tous deux relèvent du commandant du CENTCOM, qu'on appelle aussi le commandant des forces conjointes. Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas de commandant des forces terrestres. Aucun n'a été désigné. Donc si on voulait engager des forces au sol, il faudrait un commandant pour ça. Tant qu'on ne voit pas cette nomination, pour moi ça veut dire qu'il n'y aura pas d'opération terrestre. Parce que la dernière chose qu'on souhaite, c'est qu'un amiral ou un général de l'Air Force dirige des opérations au sol. Et prenons l'exemple inverse. Est-ce que vous prendriez un général de l'armée de terre, comme Keith Kellogg, de la 82e division aéroportée, pour le mettre à la tête d'un porte-avions? Absolument pas. Vous savez, il n'est pas qualifié pour faire ça. C'est pas parce qu'il est général qu'il est compétent pour ça. Il faut des connaissances précises sur les opérations aériennes depuis le pont d'un porte-avions. Bon sang. Donc à mon avis, une grande partie de ce mouvement, c'est du ravitaillement, de la réapprovisionnement. Mais vous savez, ils se préparent, ils mettent en place tous les moyens nécessaires pour relancer le conflit. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'attitude du commandant des forces terrestres, enfin, du commandant de la composante aérienne et de celui de la composante maritime. Si ces deux-là disent « ouais, on peut tout faire », allons-y. D'après ce que j'ai compris, tous les deux ont exprimé de fortes réserves. Je n'irai pas jusqu'à dire des protestations, mais ils estiment qu'on ne devrait pas relancer l'attaque. Nous n'avons pas les moyens, et ça va encore plus nous épuiser. En plus, on n'a pas d'objectif clair à atteindre. Ce qui reste à voir, c'est si l'amiral Cooper, qui commande les forces conjointes, partage ce point de vue, et s'il le transmet ensuite à Hegseth et à Trump. Alors, pour expliquer comment fonctionne la chaîne de commandement, le commandant du CENTCOM rend compte directement au secrétaire à la Défense, et le secrétaire à la Défense rend compte au président. Le général Kane, lui, c'est le président du comité des chefs d'état-major. D'après la loi, c'est le principal conseiller militaire du président. Mais il ne prend pas de décision dans la chaîne de commandement. Il est là pour donner des conseils. Et franchement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, je ne ferai pas ça. C'est apparemment ce qui s'est passé il y a quoi, 1 semaine, 2 semaines maintenant, quand ils ont tenu cette réunion d'urgence pour décider de la marche à suivre contre l'Iran. Et c'est là que toute la question de l'usage d'une arme nucléaire est apparue. Au départ, on a rapporté, le compte-rendu que j'ai reçu disait qu'il voulait, je cite, avoir accès au code, mais c'est pas exact. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Trump a commencé à dire, bon, on devrait peut-être envisager d'utiliser une arme nucléaire pour envoyer un message à l'Iran. Et le général Kane a répondu non, et 1000 fois non. Non, on ne va pas faire ça. Donc voilà. Et quand cette histoire a commencé à circuler, Trump a fini par insister publiquement. Il a nié, il a dit non, non, on n'utilisera pas l'arme nucléaire. Alors c'est la bonne nouvelle. Il semble que cette option soit écartée. Je pense que notre évaluation, on en a parlé vendredi, c'était que la guerre arrivait et qu'on aurait déjà dû avoir une deuxième phase du conflit à ce stade. C'est pour ça que je crois qu'une des principales raisons pour lesquelles ça ne se passe pas comme on l'avait prévu,
c'est cette nouvelle attitude, en quelque sorte, de la part des généraux américains. Ils essaient maintenant de donner leur propre évaluation, vous voyez, directement au président des États-Unis. À votre avis, est-ce qu'ils ont un accès direct au président? Ou bien est-ce qu'ils font passer leur message par Pete Hegseth ou quelqu'un comme lui? Non, alors ces généraux ont des titres officiels. Vous avez le commandant du commandement central, le CENTCOM. Sous ses ordres, il y a le commandant des forces aériennes combinées, le CFACC, c'est le général Direct France, si je ne me trompe pas. Et puis il y a le commandant des forces maritimes combinées, le CFMCC. Il relève directement de Cooper. Il ne contourne pas Cooper. Il n'appelle pas Pete Hegseth pour dire « on n'a pas encore informé l'amiral Cooper », mais non, ils respectent la chaîne de commandement. Leurs points de vue sont transmis à Cooper. C'est ensuite à Cooper de les présenter au secrétaire à la Défense. Et le secrétaire à la Défense est censé les transmettre au président, ou bien selon le cas, au secrétaire à la guerre. On est passé du SOD au SOW, ce qui veut dire que le secrétaire à la guerre peut ordonner au commandant du CENTCOM de communiquer directement avec le président Trump. Larry, les négociations et les discussions. On a vu le ministre iranien des Affaires étrangères se rendre à Islamabad. Lors de sa première visite, il leur a remis un document, puis il l'a mis à jour. Il semble qu'en ce moment, les bases des négociations portent sur le détroit d'Ormuz, sur la manière de le rouvrir de façon permanente. Et l'autre point, je pense, c'est la question du Liban, qui est aussi sur la table. C'est un sujet très lié, dans l'esprit des Iraniens, à celui du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de négociation sur le programme nucléaire parce qu'ils avancent cet argument. Discutons d'abord de ces questions et plus tard, nous parlerons du programme nucléaire iranien. Quelle est, selon vous, l'évaluation de la manière dont l'Iran présente ses positions? Eh bien, l'Iran sait ce qu'il fait et ce qu'il veut obtenir des négociations. Les États-Unis, eux, non. Trump ne cesse de dire qu'il y a de la confusion du côté iranien, qu'ils ne savent pas qui dirige, qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. En réalité, tout ce qu'il fait, c'est décrire la situation du côté américain. Parce que du côté iranien, c'est très clair qui est aux commandes. Chacun a un rôle bien défini. C'était Ghalibaf, le président du Parlement, qui menait les négociations lors du dernier cycle. Mais cela ne voulait pas dire qu'Araghchi était mis de côté. Au contraire, Araghchi reste ministre des Affaires étrangères et joue un rôle très important. Et l'idée que, d'une manière ou d'une autre, les gardiens de la révolution prendraient toutes les décisions et que Khamenei serait écarté, eh bien ce n'est tout simplement pas vrai. Donc Araghchi est parti en premier quand il s'est rendu à Islamabad, c'était jeudi ou vendredi dernier, je crois. On s'attendait à ce que Ghalibaf et Kushner prennent l'avion pour aller le rejoindre. Mais il a été très clair, non, je ne suis pas là pour les rencontrer. Je suis là pour parler avec les Pakistanais. Et donc, encore une fois, lors de cette discussion avec le Pakistan, ils leur ont en gros remis le même document, le même texte, en 10 points qui avait déjà été présenté 2 semaines plus tôt. Parce qu'en le relisant, on voyait bien que rien n'avait vraiment changé. Donc c'était au Pakistan de faire passer ce message à l'Occident. Ce qui est curieux, c'est que Trump est sorti en disant « Ah oui, ils sont revenus avec quelque chose de mieux, on a eu des avancées, ils vont dans la bonne direction. » Mais en réalité, ils avaient présenté pratiquement le même document. Donc soit Trump ne se souvenait plus de ce qu'ils avaient déjà lu auparavant, soit il voulait simplement donner une image plus positive de la situation. Ensuite, Araghchi prend l'avion, part à Oman et rencontre le cheikh sur place. Puis il remonte dans l'avion. Au départ, on disait qu'il devait aller de là à Moscou ou en Russie, mais finalement, il retourne au Pakistan.
but instead he goes back to Pakistan. And again, the meeting between the two is described. Encore une fois, la rencontre entre les deux a été décrite comme très optimiste, très positive. Mais l'un des éléments qui en ressort, c'est que le Pakistan a ensuite, en gros, réduit le niveau de sécurité et levé certaines restrictions. Beaucoup d'observateurs y ont vu un signe clair. Il n'y aurait plus de négociations, du moins pas dans un avenir proche, avec les États-Unis. Parce qu'en supprimant ces précautions de sécurité, cela voulait dire que les Américains ne viendraient pas. Et puis Arakchi est parti de là pour Saint-Pétersbourg, où il a littéralement commencé sa rencontre avec Poutine il y a environ 1 heure. Les premiers échanges entre les deux dirigeants ont été très chaleureux et amicaux. Voici ce qu'Arakchi a déclaré à Moscou. Non, à Saint-Pétersbourg. L'Iran et la Russie sont des partenaires stratégiques. Ils nous ont toujours soutenus. Nous avons toujours soutenu les Russes et notre coopération va continuer. Oui. En gros, vous dites que ces deux pays sont des partenaires stratégiques et qu'ils coopèrent entre eux. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste une relation sans importance. Non, ça devient vraiment serré, Larry. Ils se rapprochent de plus en plus. L'Iran soutient la Russie soutient l'Iran, et ils comprennent à quel point ce partenariat qu'ils ont est important. Je dis bien partenariat, parce que ce n'est pas une alliance du genre de celle qu'on voit à l'OTAN. Et Larry, je pense que quand on parle de relancer la guerre, comment ça va aider avec ce que l'Iran vient de dire au Pakistan, comme tu l'as mentionné? En quoi ça va aider une nouvelle attaque? Imaginons qu'ils décident, je ne sais pas, de détruire quelques ponts, quelques centrales électriques. En quoi ça va aider la position de Donald Trump dans cette guerre? Oui, non. Tout ce que ça fait, c'est te donner bonne conscience. J'ai tout fait exploser, et tu peux dire qu'ils sont anéantis. Genre, il a détruit l'armée de l'air, sauf que les avions iraniens volent toujours. Il a anéanti la marine, sauf que les navires iraniens continuent de naviguer dans le détroit d'Ormuz et jusque dans l'océan Indien. Donc on aurait dévasté leur production de missiles? Non, c'est pas vrai. Ce sont juste d'autres attaques qu'on présente comme très efficaces. Et il y a un nombre incroyable de gens en Occident qui ont cru aux mensonges racontés sur l'efficacité des bombardements américains. Et je trouve ça fascinant, peut-être d'un point de vue intellectuel, quand on regarde la guerre en Ukraine, le nombre d'opérations aériennes, de frappes de missiles de croisière, de missiles balistiques. Maldos Gabrishun que la Russie a manqué en Upper-Strange de plus de 4 années. Over the course of the last 4+ years. I mean, it's an enormous amount. Je veux dire, c'est une quantité énorme. Ça dépasse de loin tout ce que l'Iran a pu tirer contre les forces américaines ou contre Israël, ou ce qu'Israël et les États-Unis ont tiré contre l'Iran. Et dans ce contexte, l'Ukraine fait à peu près 1/3 de la taille de l'Iran. Donc si on parle d'utiliser la force militaire pour obtenir un résultat concret, comme changer un gouvernement ou amener l'Iran à dire « on ne veut plus se battre, on abandonne », eh bien, ça n'arrivera tout simplement pas. Parce que, comme on le voit, un pays comme l'Ukraine peut tenir, même en souffrant énormément, mais il peut tenir et ne pas s'effondrer après une semaine de bombardement. Donc voilà, c'est ça les États-Unis. Ce que cette guerre a révélé, ce sont les limites de la puissance militaire américaine. La puissance aérienne, la puissance maritime, et bien sûr l'absence totale de forces terrestres. Les forces terrestres, aujourd'hui, c'est une mission impossible. Larry, voilà les dernières nouvelles. Je regardais ça tout à l'heure, et il est écrit que peu importe la nature des relations entre la Russie et l'Iran, quoi qu'il se passe entre eux, les liens russo-iraniens vont se renforcer. Et on a vu la même chose, Larry, avec la Corée du Nord. Russie-Corée du Nord,
Russie-Iran. La Chine, elle, est un peu plus discrète dans cette affaire. Regarde l'attitude de la Chine. Elle est clairement en arrière-plan et elle ne veut pas se montrer au premier plan. Mais on a bien vu comment elle s'est comportée pendant la guerre en Ukraine. Ils ont commencé par dire ceci: nous défendons la paix et la Russie doit respecter l'Ukraine. Puis ils en sont arrivés à la conclusion que la Russie a tout à fait le droit de se défendre. Et ça, est-ce que ça va aider les pays du CCG dans le Golfe Persique? Est-ce que ça va les aider à comprendre la réalité de ce qui se passe? Parce que si l'escalade a lieu, vous avez mentionné l'Iran et la taille de l'Iran, eh bien, ces pays-là ne pourront pas survivre à une telle escalade compte tenu de tout le reste. Eh bien, oui, regardez, la véritable, si on veut l'appeler comme ça, la véritable violence qui va se produire et changer le visage de la situation géopolitique dans le Golfe Persique, elle se joue sur le plan économique. L'impact complet de l'arrêt de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, 25% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié, je ne suis pas sûr du pourcentage pour l'hélium et l'acide sulfurique. Et puis au moins 35% de l'urée mondiale. Quand la guerre a commencé le 28, on n'a pas vu d'interruption immédiate, à cause de la façon dont le gaz naturel liquéfié, l'hélium et le pétrole sont transportés. Ils sont chargés sur des pétroliers. Et donc ces pétroliers qui étaient déjà en mer, même si en théorie on se dit bon, ils ne produisent plus vraiment de pétrole en Arabie Saoudite, ni au Qatar, ni à Bahreïn, du moins pas de façon significative, eh bien il y avait quand même du pétrole en route sur les océans à destination de différents ports. Et ces pétroliers avancent à la vitesse d'un cycliste, à peu près 10 km à l'heure. Donc forcément, ça met du temps à arriver. Et quand ce pétrole a commencé à atteindre les ports un peu partout dans le monde, les prix que les gens payaient jusque-là, autour de $70 le baril, ont explosé. D'un coup, ce même pétrole arrivait et il fallait le payer 130, $150. À Singapour, ils ont même enregistré vers la deuxième semaine de la guerre $210 le baril. Et il faut bien garder ça en tête. Vous allez les entendre parler du prix du baril sur les marchés à terme, que ce soit le Brent ou le WTI, c'est-à-dire le West Texas Intermediate. Il y a des contrats à terme qui disent, par exemple, selon nos papiers, le pétrole vaut $105. Mais en réalité, peu importe sur quoi vous pariez pour l'avenir. Quand le navire arrive et que vous devez payer, vous payez le prix du marché réel. Et ce prix-là est bien plus élevé, de 30 à 40% de plus. Ce que je veux dire, c'est que tout le pétrole qui était en route a maintenant été livré et qu'il n'y a plus de navires derrière, plus rien en attente. Donc ça, c'est terminé. Et ça veut dire que maintenant, les effets réels des pénuries vont se faire sentir et se faire sentir durement. On entre donc dans une phase qu'on appelle une contraction économique. Une contraction économique importante. Je pense que ça va se dérouler cette semaine et la suivante, ce qui va mettre les États-Unis sous pression sur le plan des négociations. Parce qu'il semble que l'un des sujets dont l'Iran discutait avec Oman, c'était justement « Nous allons être partenaires pour contrôler ce qui entre et ce qui sort du Golfe Persique, et nous serons tous les deux rémunérés pour ça, puisque ce sont nous qui prenons le plus de risques. » Since we're the ones that have the most at risk. So Iran's working that out with Oman. Alors, l'Iran travaille là-dessus avec Oman. Ensuite, il discute avec le Pakistan et demande aussi au Pakistan de transmettre aux États-Unis ce que l'Iran est prêt à faire concernant le détroit d'Ormuz pour le rouvrir et permettre au trafic commercial de reprendre plus régulièrement. Et maintenant, il est à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour rencontrer Poutine.
Là encore, je pense que la question du détroit d'Ormuz va être abordée. Le sujet de la levée des sanctions américaines va aussi être sur la table, tout comme la question du déblocage des avoirs gelés. Tout ça est important parce que l'Iran n'est pas seulement un partenaire stratégique de la Russie. C'est aussi un élément économique essentiel, grâce à son rôle dans le corridor nord-sud, qui doit permettre aux marchandises de circuler depuis la Russie en passant par l'Iran jusqu'à l'océan Indien, et dans l'autre sens. Des produits venant de l'océan Indien, traversant l'Iran, puis la mer Caspienne pour arriver en Russie. Donc sur le plan économique, enfin ce que je veux dire c'est que peu importe des frappes militaires pourraient être relancées, mais elles n'auraient aucun effet stratégique. Elles ne feraient qu'épuiser encore davantage les missiles déjà rares, les munitions de frappe de précision que possèdent les États-Unis, qu'il s'agisse de missiles, de bombes planantes, de missiles de croisière, et ainsi de suite. Honnêtement, je pense que la Chine reste un peu en retrait, en espérant que les États-Unis frappent de nouveau, en se disant que si cela arrivait, cela viderait encore plus les ressources militaires américaines, au point qu'il serait désormais certain que les États-Unis ne pourraient jamais attaquer la Chine, du moins pas dans un avenir proche, ou même à moyen terme. Et ce n'est pas seulement le corridor nord-sud. Nous avons aussi l'initiative des nouvelles routes de la soie. Oui, Il y a un lien entre l'Iran et la Chine, une ligne de chemin de fer qui va jusqu'en Chine aussi. C'est important. Et ils ont cette communication. Je ne sais pas, je ne vois pas comment les États-Unis pourraient vraiment perturber ça. Ils peuvent attaquer, ils peuvent détruire, mais au final, ils vont simplement reconstruire. C'est pour ça que je pense que les pays du CCG dépendent en réalité beaucoup plus du détroit d'Ormuz que l'Iran lui-même. Beaucoup plus. Parce que, Larry, quand on parle de l'Arabie saoudite qui aurait une alternative, ce fameux oléoduc est ouest vers la mer Rouge, le problème, c'est que la production de pétrole dans ces installations se trouve tout près du golfe Persique. hum. Donc, on ne peut pas simplement envoyer tout ça sur les routes. C'est impossible. Non, c'est juste une quantité limitée. Et ça peut... Enfin, c'est l'autre point, celui qui, à mon avis, pèse dans la décision de relancer ou non l'attaque. L'Iran a passé les 3 dernières semaines à se préparer pour la prochaine série d'attaques, et il a renforcé son système de défense aérienne. Ces 5 derniers jours, ils ont mené 2 exercices complets, disons des exercices de tir réel, pour tester leur défense aérienne à Téhéran. Parce qu'au début, l'autre soir, on a reçu des rapports parlant de drones dans le ciel et d'explosions, et on s'est dit, bon, ça y est, c'est reparti. Mais en fait, non, il s'est avéré qu'ils testaient simplement leur système de défense aérienne. Ça déjà, ça montre qu'ils se préparent. Et ils l'ont dit clairement. S'ils sont attaqués, ils n'attendront pas que les missiles tombent sur Téhéran. Dès que les États-Unis et Israël décolleront et lanceront leurs missiles ou autres frappes, l'Iran ripostera immédiatement. Leurs cibles sont déjà choisies. Ils savent où se trouvent les positions américaines et ils vont les frapper. Dans le golfe Persique, ils viseront la base aérienne Mouafak al-Salti, en Jordanie. Et ensuite, ils comptent dévaster Israël. Ils sont prêts à le faire, mais ils ne le feront que si l'Occident attaque en premier. Et je pense que c'est l'un des éléments qui pèse lourdement, ou qui devrait peser lourdement d'ailleurs, sur Donald Trump et Pete Hegseth. Parce que s'ils lancent cette nouvelle série d'attaques, ça pourrait être très dévastateur pour les actifs américains et aggraver encore la situation. Les États-Unis se retrouveraient alors dans la position d'avoir à utiliser des armes qu'il est aujourd'hui difficile de remplacer. Et si c'est difficile de les remplacer,
c'est parce que certains composants essentiels de ces missiles de précision viennent de Chine. Donc si la Chine ne fournit plus ces pièces, tout à coup, les États-Unis, même s'ils veulent faire tourner leurs usines 24 heures sur 24, n'ont tout simplement pas les matériaux nécessaires pour produire de nouvelles munitions guidées de précision. Larry, qu'est-ce que tu penses des nouveaux rapports de CBS News qui indiquent que l'Iran a utilisé des F-5 pour attaquer des bases américaines au Koweït? En gros, ce sont des appareils d'occasion. On avait déjà eu des rapports précédents sur des Su-24. Oui, et les Su-24 ont bien été utilisés, mais on n'a vu aucune preuve que l'Iran ait utilisé des Su-35 ou des avions de chasse chinois. On dirait qu'ils en ont beaucoup qui n'ont pas encore fait leur apparition. Eh bien, je prends tous ces rapports avec beaucoup de recul. J'ai remarqué qu'il y a maintenant sur YouTube plusieurs chaînes avec de faux Doug McGregor, de faux Scott Ritter, de faux Larry Johnson, où l'on nous fait dire des choses et commenter des événements qui n'ont jamais eu lieu. L'une d'elles me faisait dire que les Iraniens avaient réussi à couler 3 porte-avions. On peut toujours repérer que ces vidéos faites par l'IA sont fausses. Il suffit de regarder le visage. Le visage n'a rien de normal. Ils ont fait la même chose avec le professeur Morandi. Ils en ont aussi après le colonel Wilkerson. Oui, ils en ont fait un aussi avec le colonel Wilkerson. Donc les gens doivent vraiment faire attention. Si vous tombez sur une vidéo, ou moi, ou l'un des autres dont j'ai parlé, disons quelque chose qui paraît complètement absurde, vérifiez bien, parce que c'est probablement faux. Mais bon, encore une fois, moi je le prends un peu comme un compliment, même si c'est un compliment à l'envers. Ils veulent discréditer d'ailleurs les analystes. Je pense que toute leur mission tourne autour de ça. Oui, parce que nous sommes efficaces. Ils veulent maintenant essayer de nous faire taire. Et quelque part, ça me rassure, parce que ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'on représente une vraie menace, au point de vouloir nous discréditer. Mais au fond, je pense que ça ne fait que renforcer notre crédibilité. Larry, tu te souviens quand cette guerre en Ukraine a commencé? On parlait tous de l'idée que l'Ukraine pourrait être un peu comme l'Autriche, par exemple. Un pays neutre qui profiterait simplement de sa neutralité. Je pense qu'on peut transposer ce raisonnement au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, avec le cas d'Oman. Regarde ce qu'est Oman aujourd'hui. Ils ne dépendent pas de l'Iran, ils ne dépendent pas de l'Occident, ni de personne dans la région. C'est un État indépendant. Et ça, est-ce que ça pourrait aider les autres pays du CCG à comprendre qu'ils peuvent être comme Oman, qui peuvent survivre à ces guerres sans fin au Moyen-Orient, sans y participer, ni aider les États-Unis ou Israël d'ailleurs? Parce que on a appris qu'Israël envoyait des systèmes de défense aérienne avec des forces aux Émirats arabes unis pour les protéger, avant même que cette guerre ne commence. Oui, et il s'est avéré que ces systèmes de défense aérienne étaient inefficaces, voire inutiles. Les 2 pays qui semblent avoir compris que l'avenir du Golfe Persique passe désormais par l'Iran, ce sont le Qatar et Oman. Ils cherchent à travailler avec l'Iran, à collaborer et à remettre leurs relations dans le bon sens. Les Saoudiens commencent à évoluer. Ils ont encore peur de devoir passer derrière l'Iran, mais ils reconnaissent aussi que les promesses américaines de les protéger ont échoué et que les systèmes d'armes américains ne sont franchement pas aussi performants qu'on le prétendait ou qu'on les avait vendus. Les grands perdants, ce sera le Koweït. Ensuite, Bahreïn est vraiment en difficulté. Et enfin, le plus mal en point, ce sont sans doute les Émirats arabes unis,
parce que tout leur modèle économique s'est effondré. Avec en plus le blocus et le fait que les financements s'éloignent du dollar pour aller vers le yuan chinois. Oui. Larry, on sait que le cas du Liban est très important pour l'Iran. Et quoi qu'il arrive dans les négociations avec les États-Unis, le Liban fera partie de cet accord, de cette entente. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment dans le sud du Liban et la manière dont le Hezbollah riposte, ils disent clairement que si Israël poursuit cette occupation dans le sud du Liban, ils ne laisseront pas les Israéliens retourner dans le nord d'Israël. Oui, c'est ça. Eh bien, j'ai vu un rapport juste avant de me connecter pour discuter avec vous aujourd'hui qui disait qu'en fait, les forces israéliennes, tout en intensifiant les bombardements, commencent à se retirer au sol. Elles commencent à se retirer un peu comme en 2006, parce qu'à l'époque, elles s'étaient engagées dans une opération terrestre qu'elles n'avaient pas pu maintenir. On a aussi vu ce matin une vidéo tournée par le Hezbollah. On y voit un hélicoptère israélien qui avait atterri pour évacuer des blessés. Il y avait tout un groupe, probablement une vingtaine, peut-être 25 soldats israéliens autour, et ils ont été touchés. Ensuite, un drone a frappé, il a explosé, et au moment de l'explosion, l'hélicoptère a décollé et a quitté la zone. Israël continue de subir de lourdes pertes sur le terrain dans le sud du Liban. Ce qu'ils essaient de faire, c'est, disons, créer une sorte de bande de Gaza. Concrètement, chaque village situé le long de la frontière, ils veulent le raser, le détruire complètement. Le problème, c'est qu'ils vont peut-être créer une zone morte, une sorte de no man's land, mais ils n'élimineront pas le Hezbollah. Et ça, c'est encore une autre manœuvre. Pousser le gouvernement libanais, dirigé par des chrétiens, à se joindre à eux pour attaquer le Hezbollah avec l'armée libanaise. Jusqu'à présent, il y a eu une certaine coopération entre le gouvernement libanais et Israël sur le plan militaire, mais le gouvernement libanais n'est absolument pas en mesure d'affronter le Hezbollah. Le Hezbollah reste très fort et tout à fait capable. Hezbollah is still quite strong and quite capable. Tu vois, Larry, aujourd'hui, Israël se trouve dans une situation où si on part du principe que l'Iran et les États-Unis parviennent à un accord, eh bien cet accord inclura forcément un cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Parce qu'on sait bien, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de cessez-le-feu en ce moment. Exactement. Mais après tout, comment voyez-vous les capacités du gouvernement israélien aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient avant le début de cette guerre? Ou autrement dit, quelles ont été les conséquences de cette guerre sur les capacités d'Israël? Oui, eh bien je pense que ça a révélé les limites et les faiblesses de l'armée israélienne. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est maintenant littéralement 2 ans et demi après le début de la riposte contre le Hamas, à la suite des attaques du 7 octobre. Et vous savez, Israël a mobilisé 300 000 soldats, ses réservistes. Ils avaient complètement encerclé la bande de Gaza, ce qui veut dire que le Hamas n'avait aucun moyen simple de se réapprovisionner. Il fallait que tout passe en contrebande à travers les lignes israéliennes, si c'est possible. Mais j'imagine que oui, c'est possible. Mais les Israéliens, avec leurs chars, leurs véhicules blindés, leur artillerie et leurs bombes larguées par des avions de combat, ont réussi à dévaster la plupart des bâtiments de Gaza. Et pourtant, le Hamas, retranché sous terre dans un réseau de bunkers et de tunnels interconnectés, a réussi à tenir tête à l'armée israélienne. Donc vous voyez, on présente souvent Israël comme une puissance militaire redoutable, et là, il se retrouve bloqué par le Hamas, qui n'a rien d'une armée moderne, loin de là. Ensuite, Israël entre dans le sud du Liban en disant « on va aller jusqu'au fleuve Litani et établir une zone tampon ».
mais ils n'arrivent pas à avancer au-delà de 5 à 10 kilomètres à l'intérieur du sud du Liban. Parce que le Hezbollah les a cloués sur place, les empêche d'avancer et leur inflige de lourdes pertes. Donc on va se retrouver dans une nouvelle situation où les Israéliens vont devoir se retirer, se replier, se réorganiser, se réapprovisionner. Mais entre-temps, il y aura des élections. Et je pense qu'il devient de plus en plus probable qu'un nouveau gouvernement se forme, un gouvernement sans les colons radicaux, ni Benjamin Netanyahou, et qui essaiera vraiment de négocier un cessez-le-feu et un accord de paix crédible avec l'Iran et avec le Hamas. Voilà ce qui s'est passé au fil de la guerre à Gaza et maintenant de la guerre au Liban. Cela a affaibli Israël, ça ne l'a pas renforcé. Larry, quoi qu'il arrive entre l'Iran et les États-Unis, ça restera une affaire entre ces deux pays. L'Europe, elle, n'en fera pas partie. L'Europe faisait partie du JCPOA et de ce mécanisme de sanctions automatiques, mais elle n'a tout simplement pas tenu les promesses faites à l'époque de l'accord. Elle ne l'a pas fait. À mon avis, elle n'a rien fait du tout concernant les sanctions contre l'Iran, parce qu'elle a suivi à la lettre tout ce que Washington lui demandait. Et maintenant, voilà qu'Ursula von der Leyen parle de lever les sanctions contre l'Iran, parce que le détroit d'Ormuz change complètement la donne dans la relation entre l'Iran et les Européens. S'ils veulent parvenir à une forme de compréhension mutuelle, ils doivent réaliser que le nouvel atout dont dispose l'Iran peut les frapper, et les frapper durement. Voici ce qu'a déclaré Ursula von der Leyen. Nous pensons qu'il serait trop tôt de lever les sanctions parce qu'il y a une raison pour laquelle elles ont été imposées à l'Iran. Et cette raison, c'est le comportement du régime envers sa propre population. 17 000 jeunes ont été tués rien que cette année, au tout début de l'année, par le régime. Ce sont les violations des droits humains, et en particulier des droits des femmes en Iran, ainsi que beaucoup d'autres problèmes qui ont conduit à ces sanctions. Nous devons d'abord constater un changement en Iran avant d'envisager de les lever. C'est pourquoi, selon nous, il est encore trop tôt pour le faire. Mais enfin, qui se soucie de ce qu'elle dit? Elle est sans importance. Elle ne commande pas une armée. Elle gère un budget, d'accord, mais elle n'a aucun pouvoir. Franchement, c'est comme écouter un écureuil qui piaille, juste du bruit de fond. Non, soyons clairs, l'Europe n'est plus pertinente. Pendant presque 16 siècles, disons depuis 1492, quand Christophe Colomb a traversé l'océan, à partir de ce moment-là, et même un peu avant, l'Europe est devenue le point de départ de l'ère coloniale. L'Europe s'est mise à s'étendre. Les pays se faisaient la guerre entre eux, mais ils passaient surtout leur temps à conquérir d'autres territoires, à prendre le contrôle de pays partout dans le monde, à exploiter leurs ressources pour leur propre consommation. Et à cette époque, l'Europe, c'était le centre de la musique, de la philosophie, de l'industrie et de la science. C'est surtout au XIXe siècle que tout ça a vraiment atteint son point culminant. Et c'est là que commence l'érosion des puissances coloniales. Regardez ce que l'Allemagne a fait en Afrique, en parallèle de ce que la France faisait en Afrique et au Sahel. L'Allemagne avec ses camps de concentration dans le sud du continent. Les Néerlandais aussi étaient impliqués. Bref, ces Européens se faisaient concurrence pour s'emparer de colonies un peu partout dans le monde. Puis arrive la Première Guerre mondiale, et là c'est le début de l'effondrement de l'Empire britannique. L'Empire britannique était mondial. C'était le plus vaste, le plus puissant. Comme on disait à l'époque, le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Mais les pertes, le coût,
le coût physique, le coût économique de la Première Guerre mondiale, ajouté à la disparition de tant de personnes, d'une génération entière, en fait, de jeunes hommes qui n'étaient plus là pour avoir des enfants, fonder des familles. Ils étaient partis, anéantis. C'est à ce moment-là que commence, si on veut, le repli de l'Empire britannique. Et puis quand arrive la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu le point final. Le moment où on retire la goupille, on fait exploser la grenade et on fait exploser le colonialisme. Parce qu'après ça, on voit émerger tous ces mouvements d'indépendance. L'Inde obtient son indépendance. Les pays qui étaient sous contrôle allemand, eh bien, ce contrôle disparaît. C'est l'une des conséquences de la défaite. Et depuis, on a vu, au fil des 80 dernières années, l'érosion continue et le déclin de l'Europe, à la fois comme puissance militaire et comme puissance économique. Elle n'est plus vraiment pertinente. Centre industriel? Non, plus du tout. Ça a changé. Aujourd'hui, c'est la Chine, clairement. Et leurs marines, franchement, ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient. Leurs forces armées, les Britanniques, par exemple, ils ont quoi, 70 000 soldats en tout? Ils ne pourraient même pas remplir un stade de foot avec toute leur armée. Alors, ce genre de discours d'Ursula, on va diriger, on va imposer, c'est du grand n'importe quoi. L'Iran, lui, est en train de devenir un acteur économique plus puissant, simplement en contrôlant le détroit d'Ormuz. L'Europe va hurler grâce dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Vous verrez. Oui. Larry, avant de conclure, Zelensky est sorti en disant que l'Europe devait commencer à produire des munitions en Europe. Et ensemble, ils considèrent l'Ukraine comme faisant partie de l'Europe. Je ne sais pas s'ils feront vraiment partie de l'Europe, ni même s'il y aura encore un État appelé Ukraine comme avant le début de la guerre. Mais parlons de la capacité de production du complexe militaro-industriel européen, sans énergie. Comment est-ce possible? Oui, c'est ça. Et c'est une réalité à laquelle ils vont devoir faire face. La crise économique mondiale de 2008 a été importante, bien sûr. Mais ce qui nous attend aujourd'hui, c'est d'une toute autre ampleur. Ce qui s'est passé en 2008, on pourrait presque le voir comme une petite averse passagère. Alors que ce qui arrive maintenant, c'est un véritable ouragan, avec des conséquences dévastatrices. Et souvent, les gens me regardent et me disent « Oh, tu exagères, tu dramatises. » Mais souvenez-vous des images venues de Thaïlande, quand il y a eu les tsunamis, c'était en 2012, non? Oui, on voyait des gens assis sur la plage, tranquillement. Ils regardaient l'eau se retirer, s'éloigner, et ils se disaient « Tiens, c'est calme, c'est bien, regarde toute cette plage. Allons voir les poissons. » Sans se rendre compte que c'était le signe qu'une catastrophe était sur le point d'arriver. C'est exactement ce que ces 7 dernières semaines, maintenant 8, ont été, l'eau qui se retire. Parce qu'un tsunami est en train d'arriver et il va nous écraser économiquement. Tout le monde. Ce ne sera pas juste 1 ou 2 pays, mais l'Europe sera parmi les plus durement touchées parce qu'elle n'a plus de pétrole et il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient dire « Bon, on va juste payer plus cher ». Non. Les réserves réelles sont en baisse. Et la seule chose qui pourrait les faire remonter, à part rouvrir le détroit d'Ormuz, ce serait un effondrement économique si grave que les gens cesseraient de conduire. Et ça aurait ses propres conséquences terribles. Oui, merci beaucoup, Larry. Oui, sur cette note joyeuse, commençons la semaine. Oui, exactement. Très bien, mon ami. On se revoit plus tard cette semaine. Exactement. Tiens-toi bien. Mes jolies chemises aujourd'hui, d'accord? Merci. Très bien, mon ami. À bientôt. Au revoir.